Les vrais vaincus de la guerre, ce sont les morts et les innocents, disait Boris Vian. Et ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun et particulièrement dans les régions anglophones est écœurant. Écœurant lorsqu'il s'agit des massacres d'enfants innocents qui n'avaient besoin que de grandir, que d'aller à l'école et qui pratiquement finissent massacrés, qui finissent par subir ce que les adultes ont créé. Ces enfants qui viennent de mourir à combat interpellent le monde entier, font pleurer le monde entier. Même ceux qui n'ont jamais eu d'enfants, même ceux qui ont eu un cœur parfois très dur, ont eu un élan de solidarité. Parce que ces enfants, c'est l'humanité. C'est l'avenir qui s'écroule. Mais aussi, ça montre le visage désagréable, horrifiant de la crise anglophone qui est née et qui, malheureusement, ne fait que grandir, s'aggraver, malgré tout le ramadan publicitaire qu'on tente à vouloir faire croire à la communauté nationale et internationale que tout va bien ou que l'État a repris droit de cité. J'ai pris parole aujourd'hui en attendant longtemps que j'ai des informations, parce que je ne pouvais pas me lancer dans le feu de l'action avec passion sans pour autant avoir eu le découpage et surtout les multiples versions, qu'elles soient des ONG, qu'elles soient gouvernementales ou qu'elles soient diplomatiques ou qu'elles soient même par rapport à d'autres correspondants et collègues qui sont là-bas sur place à combat. J'ai constaté cependant que, ayant longtemps attendu, le président de la République, Paul Biya, n'a pas eu à adresser les condoléances aux familles attristées. C'est quand même très grave pour un pays comme le Cameroun où, bien sûr, une guerre de cette envergure et ces assassinats ont provoqué les réactions dans le monde entier. L'Union européenne a réagi pour adresser des condoléances aux familles et tout en condamnant ces assassinats. L'ambassade des États-Unis a réagi de la même façon que l'ambassade de la France au Cameroun, l'Union africaine, le monde entier. Tous les partis politiques ou les dirigeants, même ceux qui sont séquestrés, ont réagi. Je parle par exemple de Sisikou Ayuk Tabe, qui depuis la prison centrale de Yaoundé a eu à réagir et à s'indigner. Je pense à Maurice Kamto, bien que séquestré parce qu'il avait demandé de faire des manifestations, une marche pour demander justement la fin de cette sale guerre et qui se retrouve aujourd'hui assigné à résidence et d'autres jetés en prison. Lui, néanmoins, disais-je, Maurice Kamto, a réagi pour parler de l'horreur. Maître Akeye Mouna, candidat à l'élection présidentielle 2018, bien qu'elle n'était pas au Cameroun, et bien d'autres personnalités des partis politiques ont quasiment réagi à l'unanimité.
un pays endeuillé, la première personnalité, le chef des armées, c'est bien M. Paul Biya qui devrait d'abord prendre la parole pour rassurer le peuple, pour donner des instructions, pour donner la conduite à tenir. C'est lui qui devrait aller au front. Mais hélas, comme je l'ai souvent appelé Paul Fantomas, une fois de plus, est porté disparu. Disparu, comme lorsque il y a eu, bien sûr, ce qu'on pouvait dire la catastrophe nucléaire, la catastrophe de Nyos, lorsqu'il y a eu aussi l'accident ferroviaire des écarts, et même ensemble, il était pratiquement omni-absent. Mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus inquiétant. Inquiétant parce que depuis une certaine période, le Cameroun traverse une longue crise et malgré le Covid, où il n'a pas été présent, on a quand même constaté une nouvelle formule qui dit seulement sur haute instruction du chef de l'État. Première question, les Camerounais ont-ils voté une personnalité qui s'appelle sur haute instruction du chef de l'État? Pourquoi lui-même ne peut pas, ne serait-ce que pour 2 minutes, s'adresser à la nation? N'a-t-on pas vu, pendant les attentats de Paris, et même au Nigeria et partout dans le monde, dès qu'il y a le peuple qui est frappé suite à un attentat, on voit immédiatement le chef de l'État qui se rend sur place ou qui prend la parole. Paul Biya n'a donc pas pris de parole. Et d'ailleurs, sa dernière intervention que je peux dire comme telle, puisque parfois c'est uniquement sur des tweets ou sur Facebook qu'on voit ces communiqués, son dernier communiqué date du 15 octobre 2020. Et là, il nommait l'ambassadeur du Cameroun au Congo. Et bien avant cet attentat qu'il y a eu à Kumba, un communiqué de la présidente de la République disait que Paul Biya se rendait avec la première dame, Chantal Biya, et une délégation composée du directeur du cabinet civil et d'autres personnalités au Congo-Brazzaville pour une conférence. Sauf erreur de notre part, et aucun radar n'a pu repérer l'avion de Paul Biya, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Brazzaville, où il n'est jamais arrivé. Où est donc Paul Biya? Et qui donne donc ses instructions? Comment peut-il donner des instructions sans que lui-même ne puisse intervenir en ce moment douloureux, alors que d'autres chefs d'État, les dirigeants d'autres organisations sont en train de prendre la parole, sont en train de faire des communiqués. Au milieu de la nuit, on a vu le Premier ministre, John Ngouti, aller faire ce qu'on appelle une réunion de crise. Et par la suite, dire que le président de la République, sur haute instruction, a dépêché une mission interministérielle dans la région où il y a eu ces attentats. Première des choses, le peuple camerounais n'a jamais élu John Ngouti comme président de la République. Il ne peut donc pas parler, s'adresser au peuple camerounais, même s'il a été nommé par Paul Biya. Et deuxième des choses, sinon tel est le cas, pourquoi lui-même, Premier ministre, ne se rend pas sur place? Comment peut-on dire que le Cameroun, aujourd'hui, est en pleine guerre, et que depuis le déclenchement de cette guerre en 2016, et particulièrement qui s'est intensifiée en 2017, que le chef de l'État camerounais n'ait jamais mis pied dans 2 régions qui comptent quand même 8 millions d'habitants? Paul Biya aime-t-il le Cameroun? Paul Biya aime-t-il son peuple? Comment peut-on croire
que des innocents, des enfants dont on ne connaît même pas encore véritablement le bilan, soient assassinés dans de telles conditions et qu'il n'y ait même pas une seule journée de deuil national qui ait été décrétée, qu'il n'y ait même pas de drapeau mis en berne au palais d'études, à gauche ou à droite, qu'il n'y ait même pas le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour constitutionnelle, qui puisse intervenir. Parce que même en cas de vacance du pouvoir, selon la Constitution, c'est bien le président de la Cour constitutionnelle qui devrait prendre les devants. Où est donc Niak Djifendi? Où est donc Kabaye Gege Djibril? Le Cameroun se retrouve donc un État sans dirigeant, sans institution, ou alors avec tout le monde absent. Et les versions qu'on nous donne, comme d'habitude, sont farcesques et erronées. Puisque, avant même de pouvoir faire déjà ce qu'on appelle une enquête, le régime a déjà totalement rejeté ses responsabilités, s'est déjà lavé les mains comme Ponce Pilate en accusant déjà les terroristes ambazoniens qui auraient, enfin, ils n'utilisent même pas le conditionnel, qui ont tué ses enfants. Comment ont-ils pu faire avec le ministre de la Communication, René Sadi, pour identifier déjà ceux qui ont commis ces actes-là? Nous ne pouvons pas, bien sûr, être là-bas. Et bien sûr que, attendant que je recoupe certaines informations, je me dois délivrer à tous ceux qui m'écoutent les multiples versions afin que vous-même, vous fassiez votre idée, que vous puissiez juger afin que vous ne soyez pas manipulés. Je voudrais être, encore une fois de plus, dans la douleur avec ces familles. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, je l'ai prédit, je l'ai annoncé. Ce n'est pas moi qui suis parti organiser les guerres dans les régions anglophones. Mais lorsque j'ai dit à des personnalités qui sont proches du régime Biya et qui sont d'ailleurs encore au gouvernement, que cette guerre n'allait nous conduire que vers le carnage et n'allait jamais se terminer, et qu'on allait subir des pertes humaines incroyables, que ce soit du côté des civils ou du côté de l'armée, eh bien, beaucoup m'ont répondu, force à la loi. La loi a-t-elle donc eu la force? La loi peut-elle protéger toutes les écoles, tous les collèges, chaque individu? L'État du Cameroun a-t-il les capacités, en décrétant la rentrée scolaire, de mettre, bien sûr, tout le monde en sécurité? Eh bien, l'État du Cameroun, aujourd'hui, rejette cette responsabilité en disant que bien, cette école était ouverte uniquement pour cette année, donc elle était clandestine. Ils ne sont donc pas au courant. Donc, pour eux, c'est une justification. Mesdames et messieurs, je prends d'abord le communiqué du gouvernement signé de René Sadi pour que vous puissiez vous-même déjà juger ce que le gouvernement explique. Première des choses, on va se rendre compte quand je vais lire ce communiqué que ce que l'ONU dit, le nombre de victimes que l'ONU donne, n'est pas le même que le nombre de victimes du gouvernement camerounais. Et d'autres listes encore sont diverges avec la liste du gouvernement camerounais, mais néanmoins, je vous lis d'abord le communiqué du gouvernement camerounais. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'un acte terroriste d'une cruauté et d'une barbarie insoutenable a été perpétré ce jour, 24 octobre 2020, dans la ville de Kumba, aux environs de 11 heures, par des bandes armées terroristes sécessionnistes. Vous avez suivi. Ils sont déjà convaincus, bandes armées
terroristes sécessionnistes. Ils sont à Yaoundé. Et ils ont déjà les affirmations. Dans un établissement scolaire situé au quartier Fiango, arrondissement de Koumba 2, dans le département de la Mémé, région du Sud-Ouest. En effet, un groupe de près d'une dizaine de terroristes munis d'armes de guerre et constitués d'armes de guerre. Armes de guerre. Ces armes ne sont pas définies. C'est quoi armes de guerre? Pour aller dans un communiqué, il faut préciser le type d'armes. On ne peut pas seulement dire armes de guerre. C'était des canons, c'était des chars, c'était des kalachnikovs, et même les kalachnikovs, et il y a plusieurs types. On y va. Armes de guerre, c'est ce que le gouvernement camerounais dit. Et constitué en véritable commando, a fait irruption à bord de 3 motocyclettes. Ils avaient des armes de guerre, mais ils étaient sur des motos. Voilà. Dans l'enceinte du complexe scolaire privé dénommé Moda Francisca International Bilingual Academy, et a froidement ouvert le feu sur les élèves se trouvant dans les salles de classe. Le premier bilan de cet attentat terroriste fait état de 6 élèves assassinés, soit 5 filles et un garçon, tous âgés entre 9 et 12 ans. 13 blessés, soit 10 filles, 3 garçons, dont 7 cas avérés préoccupants. Il y a lieu de relever, pour le regretter, que le complexe privé Moda Francisca n'a lancé ses activités qu'en ce début d'année scolaire 2020-2021, à l'insu des autorités administratives compétentes, et n'a pu bénéficier des mêmes mesures de protection que d'autres établissements scolaires du département de la Mémé. Les autorités camerounaises nous révèlent donc que l'établissement situé dans le département de la Mémé, ils n'étaient pas au courant. Donc, là, ils sont supposés sécuriser. Cet établissement est né comme ça, comme un champignon. Cet établissement, les enfants se sont inscrits sans qu'ils ne se rendent compte, ni le chef de quartier, ni le chef de ceci et cela, ni le sous-préfet, ni personne. Personne n'était au courant. Personne. Pourtant, c'est le même gouvernement qui a dit, en allant avec des comédiens, des blogueurs, en faisant des films, pour dire aux gens que tout était sécurisé et que l'école, la rentrée, pouvait s'effectuer dans de bonnes conditions. Maintenant donc, ce gouvernement vous dit qu'ils ne reconnaissent plus cette école. Et ils ajoutent, informé de la survenance de cette tragédie, Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a instruit la prise en charge immédiate des blessés. La prise en charge immédiate des blessés. Je crois que chacun d'entre vous a vu dans quel état se trouvent les blessés. Prenez les choses sur les images. Il n'y a même pas un brancard. Il n'y a même pas une ambulance. Et dans quel hôpital? Ce sont les mamans qui se débrouillent. Et d'ailleurs, vous avez aussi appris qu'une maman qui a perdu 4 enfants dans cet attentat aurait eu une crise cardiaque et serait décédée. Faute de pouvoir le vérifier, je parle au conditionnel. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle a eu une attaque cardiaque. Est-elle décédée ou pas? Chacun d'entre vous a vu les images d'une zone sinistrée, abandonnée à elle-même. Et pourtant, son Excellence Paul Biya, selon le communiqué, a donné des instructions pour qu'on prenne en charge ces gens, ces enfants. Donc vous avez vu dans quel état? Ils dorment sur des lits dénudés, des lits sans drap, des hôpitaux, il n'y a rien. Bon, ça c'est des instructions de Paul Biya qu'on n'a jamais vues. Et le Premier ministre, lui-même qui n'est pas parti là-bas, ni le ministre de la Communication, lui aussi, n'est pas parti. Donc, voilà. Ils vous disent cependant que Paul Biya
a pris des dispositions. De même, les autorités administratives locales, mobilisées de manière optimale, ont veillé au transfert des dépouilles des victimes à la morgue de l'hôpital de district de Kumba. En outre, au plan sécuritaire, des unités spéciales des forces armées camerounaises ont entrepris la sécurisation de la ville de Kumba. Mais, donc c'est maintenant qu'on vient prendre la décision de sécuriser la ville de Kumba. La ville de Kumba n'était donc pas sécurisée. Le gouvernement dit qu'il vient de prendre la décision de sécuriser cette région, cette ville plutôt. Bravo. Quelle est la mission finalement de l'État? Donc le pire qu'on envoie là-bas, ne savait pas qu'il peut y avoir des attentats à Kumba? Pourtant, dans le sud-ouest, on voit ce qui se passe là-bas tous ces derniers temps, c'est le carnage. Donc c'est maintenant qu'ils prennent donc les décisions. Le gouvernement de la République, choqué et profondément indigné, condamne avec la dernière énergie les auteurs de cet acte odieux, lâche et abominable, perpétré contre les jeunes innocents. C'est bon, ils sont choqués et ils sont partis dormir chez eux. Personne n'est allé là-bas. Ils sont choqués, ils sont indignés. Paul y aller au palais, soit avec sa femme. Le gouvernement estime qu'aucune cause au monde ne peut justifier ou légitimer de telles atteintes systématiques à la vie d'êtres humains, encore moins à celle d'enfants innocents, d'élèves ou d'étudiants qui doivent aller à l'école. Cependant, c'est ce gouvernement-là qui, lorsque les étudiants ont commencé à faire les revendications dans la cité universitaire, c'est ce gouvernement-là qui a envoyé l'armée aller tirer sur des étudiants, aller rouler les femmes dans la boue, les filles dans la boue. C'est ce gouvernement-là qui a envoyé ces militaires qui sont entrés dans des cités, ont violé les étudiantes. Ces étudiantes qui n'avaient besoin que d'aller à l'école. La crise anglophone est née de quoi? Des revendications des étudiants que le gouvernement prétend aujourd'hui protéger. La crise anglophone est née de la protestation aussi des avocats qui demandaient des conditions de vie. Aujourd'hui, ils sont trop préoccupés par cela. Très bien. Et nous continuons toujours avec ce que le gouvernement, qui est donc devenu l'ami des étudiants, ils disent, le gouvernement de la République entend cette fois encore prendre à témoin le peuple camerounais tout entier et dénoncer fermement tous ses concitoyens qui tapent dans l'ombre à l'étranger. Donc, les terroristes, c'est nous. Nous qui sommes tapis à l'ombre à l'étranger, dans leur pays d'accueil, orchestrent ces assassinats ignobles et alimentent le climat d'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Là, c'est formidable. Donc, on est tapis à l'étranger. Est-ce que ce sont les activistes ou moi qui sommes allés tuer les gens en Garbou? N'est-ce pas ce gouvernement nous a dit que c'était des gens tapis à l'étranger avant qu'une commission d'enquête sur l'instruction de l'ONU découvre et avoue finalement que ce sont les soldats camerounais qui ont tué 23 personnes, dont des enfants, en Garbou. Ce n'est pas ça. Donc c'est les gens à l'étranger qui ont organisé la guerre dans les régions anglophones. Et pourtant c'est bel et bien là. Ce sont les gens à l'étranger qui ont tué le journaliste Samuel Ouazizi. Ce n'est pas le gouvernement qui vient de reconnaître qu'ils ont arrêté ce journaliste-là, Samuel Ouazizi. Sont allés avec lui dans un camp de concentration, l'ont torturé pendant 1 an et jusqu'à présent, la famille demande ne serait-ce que le cadavre de ce journaliste.
la France au Cameroun est allé rencontrer Biya pour lui dire d'ouvrir une enquête par rapport à l'assassinat de ce journaliste, est-ce que Paul Biya a déjà remis le cadavre? 7 mois après, on ne sait pas là où est partie cette enquête. Alors que Guillaume nous disait que la France regardait de très près cette situation, cette atteinte grave aux droits de l'homme. C'était donc des gens à l'étranger, alors que le gouvernement a reconnu que c'est l'armée camerounaise, alors que le monde entier a reconnu que c'est l'armée camerounaise. Et c'est toujours comme ça avec Sadi. Le 13 août, le même Sadi a demandé que les pays d'accueil rapatrient tout le monde au Cameroun pour se faire juger. Un pays qui est capable de juger ses propres militaires qui ont tué 2 femmes avec des enfants au dos. C'était les activistes. C'était les gens tapis à l'étranger, comme le gouvernement prétend, dont les gens sont partis d'ici. On finançait les militaires camerounais. Et d'ailleurs, vous vous souvenez à l'époque, le gouvernement camerounais ne disait-il pas que ça se passait au Mali et non au Cameroun? Donc, on est toujours dans le déni, dans le mensonge, et tout et tout. Et c'est ce qu'il continue à dire, que le gouvernement entend également en appeler une fois de plus à la coopération active et sincère des pays amis où sont hébergés les commanditaires de cette rébellion armée, ainsi qu'à celle des organisations internationales si attachées à la défense des droits de l'homme, afin qu'ils aident à leur neutralisation, à la consolidation du processus de pacification des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Par ailleurs, le gouvernement refute catégoriquement les allégations mensongères ainsi que les subterfuges et autres manœuvres des dites bandes armées tendant à imputer sans scrupule à nos forces de défense et de sécurité, au travers d'interminables campagnes de propagande dans les réseaux sociaux, les atrocités de toutes sortes qu'elles commettent contre les populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à l'instar de l'attentat horrible de ce jour. Donc, ce que je vous disais, voilà donc ça. C'est-à-dire que le gouvernement continue à dire que cela est perpétré uniquement, eh bien, par l'armée camerounaise, jamais, mais plutôt par des terroristes. Mais c'est de l'amnésie ou c'est de la folie ou tout simplement une malhonnêteté prononcée. Vous ne pouvez pas condamner vos militaires. Vous ne pouvez pas dire que vos militaires sont coupables et vous dites que c'est les autres qui sont coupables. Alors que vous êtes vous-même conscient qu'ils commettent des actes, des exécutions qu'on appelle extrajudiciaires. Voilà donc le communiqué de René Sadi et sa version. Maintenant, je vais vous donner une autre version. Cette version vient d'un journaliste qui, déjà le 29 septembre 2019, avait annoncé qu'il y a les gens du régime tapis à Yaoundé qui ont décidé de commettre des attentats dans des écoles pendant la rentrée scolaire pour tourner l'opinion internationale contre les Ambazoniens et les sécessionnistes. Il avait publié ça, il a beaucoup introduit, et d'ailleurs, il a été mis en prison, à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. À la sortie de sa prison, il est parti en exil. Il vit au Burkina Faso. On l'appelle Michel Biamton. C'est quelqu'un qui enquête beaucoup là-bas. C'est quelqu'un qui a beaucoup de relations là-bas et dont les informations sont souvent très, très crédibles, très pointilleuses et très futées. Je vais vous lire ces révélations pour que vous essayiez
de voir aussi. Ouvrez les guillemets. Ils étaient 6 assaillants, arrivés à bord de 3 motos. Il s'agit de soldats camerounais en civil du camp militaire de Upstation à Kumba, parmi lesquels Ndong Christophe et Moses Solomon. Fermez les guillemets. Nous a confié une source proche des services de sécurité camerounais à propos de l'attaque survenue ce samedi 24 octobre 2020 à l'école internationale bilingue Mère Francisca et qui a fait près d'une dizaine d'élèves morts et de nombreux blessés. Ouvrez les guillemets. Après leur forfait, ils ont pris la route de Triconers et le camion militaire les a transportés de Triconers pour Mambanda afin d'éviter tout soupçon. Fermez les guillemets. Renchérit notre source bien informée de ce plan diabolique. En effet, il s'agissait d'une opération planifiée la veille. Ce vendredi 23 octobre 2020, une réunion secrète s'est tenue vers 13h à Elongo-Gardi, l'hôtel le plus luxueux de Kumba, qui appartient à un homme d'affaires exportateur de cacao appelé Ashaya Martins. On prit part à cette réunion le préfet de Mémé, Ntundong Chamberlain, le général Benoît Ebaeba, commandant de la région militaire numéro 2, le général Nka Valère, commandant de la région militaire interarmée numéro 5, et plusieurs autres hauts gradés de l'armée dans la région du sud-ouest. Le général Elokobin Djok était attendu à cette réunion, mais il a décliné l'invitation, arguant de ce qu'il ne peut pas participer au massacre de ses frères. Il était parfaitement au courant de cette opération. Fermez les guillemets. Raconte notre informateur. Rappelons que le général Elokobin Djok est le directeur central de la coordination au secrétariat d'État à la défense, CED, chargé de la gendarmerie nationale, basée à Yaoundé. Nul doute donc que le palais présidentiel d'Etoudi était au courant de cette opération. Le journaliste Biemton poursuit. D'après notre source, une autre attaque est prévue lundi prochain, c'est-à-dire demain. Et la cible visée est le CCAS, entre parenthèses, Collège des Arts et des Sciences de Kumba. Des élèves en pleine formation pour l'obtention du permis de conduire seront eux aussi visés, annonce également notre source. Rappelons que cette attaque attribuée aux soldats camerounais intervient dans un contexte où, poussé à des négociations sous la médiation suisse avec les leaders indépendantistes anglophones, le pouvoir de Yaoundé, qui ne jure que par le statut spécial aux anglophones, fruit du grand dialogue national, entreprend plutôt de commanditer des attaques sur des civils anglophones, lesquels sont aisément attribués aux séparatistes. Le but recherché est de dresser les populations anglophones locales, majoritairement acquises à la clause indépendantiste, et la communauté internationale contre les indépendantistes armés, ainsi que d'amener les États-Unis à classer le mouvement indépendantiste comme organisation terroriste. L'auteur de ces lignes a diffusé sur son compte Twitter fin août 2019 un plan du pouvoir de Yaoundé en zone anglophone visant à s'attaquer aux élèves
et à en tuer dans le but de dresser l'opinion internationale contre les indépendantistes anglophones. Est-ce la diffusion de l'information qui a provoqué le report de l'opération? Nous y reviendrons. Cet article n'est pas signé moi, mais c'est signé le journaliste Michel Biemton. Donc, je n'ai fait que vous le lire. C'est à vous de juger. Je ne suis pas là pour prendre un côté. Je veux juste la vérité et la paix dans mon pays. Parce que cette guerre, si on aurait voulu l'arrêter, on l'aurait fait. Mais certains qui savent et qui profitent derrière la guerre n'ont jamais voulu l'arrêter. Certains en ont profité. Puisque, par exemple, la médiation suisse qui a échoué, c'est 30 millions de dollars qui ont été débloqués. Et finalement, ça s'est retrouvé entre les mains de Edgar, enfin, pas de Ngongo, de Ferdinand Ngongo, qui était supposé mener ces négociations. Une autre négociation a été entreprise. Et là, on a fait sortir, par exemple, Ayoub Tabé de la prison, et je vous avais donné toute sa délégation, c'est moi qui vous avais donné cette information en exclusivité, pour aller négocier en volée. Et c'était avec, sous la coordination du patron de la DGRE, Eko. Mais Ferdinand Ngongo a tout fait pour que cela échoue. Et aujourd'hui, tout est bloqué parce que cette guerre profite à certains. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il y a beaucoup de morts, qu'est-ce qu'il faut faire? Plein de gens sont en train de pleurer, accusant n'importe qui et faisant semblant que ils sont beaucoup plus patriotes et que c'est d'autres qui ont allumé le feu. Il faut assumer des responsabilités. Lorsque une guerre arrive, je l'avais dit, je l'avais annoncé, que cette guerre, lorsqu'on a créé l'opération Soresco, barre 098, et qu'on a envoyé 900 gendarmes dans ces régions, j'ai dit que ça n'allait que faire enflammer. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Puisque lorsqu'on essaie de regarder ce qui est en train de se passer, on se rend donc compte que ni l'État du Cameroun, ni les Amazoniens ne sont des saints dans cette affaire. Parce que c'est une guerre. Et on verse du sang. Et chacun cherche à tirer la couverture de son côté. C'est pour ça que je ne veux innocenter personne dans cette sale guerre. Mais avant tout, il faudrait connaître quelles en étaient les causes pour un peuple qui, se sentant marginalisé, a pourtant demandé de négocier. Mais malheureusement, l'État du Cameroun a voulu utiliser uniquement la force. Or, je l'avais déjà dit, toute tentative d'abrutissement, enfin de brutalité des populations a entraîné une grande révolte, une grande rébellion. J'avais rappelé que même les États-Unis n'ont pas pu vaincre les Vietnamiens. Et aujourd'hui, vous voyez par exemple ce qui se passe en Afghanistan. Le Cameroun est devenu un autre Afghanistan. En même temps qu'on tuait les élèves à Kumba, au même moment, le même samedi, un attentat était aussi orchestré, perpétré plutôt, en Afghanistan, justement, dans une école où les bombes ont explosé, faisant 10 morts et plus de 20 blessés. Pour dire que ceux qui ont dit force à la loi, ceux qui ont cru qu'on pouvait mater les populations, eh bien, ils faisaient fausse route. Et par la suite, le régime Biya a voulu se rattraper, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La guerre dans les régions anglophones, que de pertes humaines.
Plus de 12 000 morts selon les Américains. Mais d'autres parlent même déjà aujourd'hui de 20 000 morts. Plus de 1000 maisons brûlées dans près de 400 villages. Des femmes incendiées. Oui, le gouvernement aujourd'hui peut accuser les anglophones. Mais on s'interroge sur certains autres assassinats. Quand on voit Florence Ayafor, cette gardienne de prison, qui a été décapitée. Lorsqu'on voit Maman Happy, une femme de 94 ans, qui a été brûlée dans sa maison. Lorsqu'on voit ce bébé, Mata, 4 mois, qui a été assassiné. Et quand on voit dernièrement, le 9 août qui vient de s'achever, Confort, Tamouzan, cette jeune maman de 34 ans qui a été assassinée, décapitée. Et puis on a dit, c'est toujours des terroristes ambazoniens. Mais là, on commence à s'inquiéter, puisque cet attentat, cet assassinat a eu lieu non loin d'un camp militaire camerounais. Comment donc les séparatistes, les terroristes peuvent aller tuer une femme en bordure de rue à côté du camp militaire camerounais? Expliquez-moi. Et le gouvernement a dit, les terroristes l'ont tué parce que on l'accusait de sortir avec des militaires camerounais. La réalité est que cette femme a été utilisée comme un objet sexuel par les forces de sécurité camerounaises, puisque après avoir arrêté son frère, qui se prénommait Isaac, eh bien cette femme est devenue finalement un objet sexuel. Et finalement, après l'avoir utilisé, voilà une femme qui est assassinée. Et il se lave les bras, il se lave les mains. Mais d'autres choses devraient interpeller l'opinion nationale et internationale. Comment donc une femme qui a été assassinée, le 9, qui diffuse les images, c'est une certaine chaîne YouTube, Macondi People Dem. Et cette chaîne YouTube est gérée par qui? Par un ancien soldat de la marine anglaise, mais d'origine camerounaise, qu'on appelle Nkonda Titus. Eh bien, Nkonda Titus, il est proche du gouvernement. C'est lui qui diffuse toujours en première position ces images. Comment fait-il pour avoir ces images? 2 jours après l'assassinat de cette jeune femme, Nkonda Titus a été reçu à la présidence de la République, c'est-à-dire le 11 août 2020, par Ferdinand Gongon. Que faisait-il là-bas? Pourquoi l'a-t-on reçu? Mais ce qui est encore beaucoup plus impressionnant, c'est que le 13, donc avant la cérémonie d'inhumation, au Kalabilay, le gouverneur du Sud-Ouest est parti dans la famille de cette femme de Confort pour aller donner de l'argent. Pourquoi donner de l'argent à la famille? Alors que, à côté, c'est-à-dire que ce soit les attentats de Mouyouka, comme le bébé ou la maman, les autres, on n'a jamais donné de l'argent. On n'a pas donné de l'argent, pourquoi? Et le jour d'ailleurs des obsèques, elle a eu droit aux honneurs militaires alors qu'elle n'était pas dans l'armée. Cela veut donc dire ce que les activistes disent aussi, et les ONG ont souvent dénoncé, que non, dans les guerres, il y a des gens qui commanditent les meurtres. Et quand l'État est coincé, eh bien, l'État organise des meurtres pour attribuer cela aux sécessionnistes, aux séparatistes. Je ne dis pas que les sécessionnistes ne tuent pas.
Mais je dis pour ces cas-là, ça devrait interpeller. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'État du Cameroun qui fait les enquêtes. Donc l'État du Cameroun est jugé parti puisque l'État du Cameroun est en guerre. La seule préoccupation donc devrait être que pour qu'il y ait de la paix, qu'on ait actuellement ce qu'on appelle un négociateur neutre, un juge neutre. Il faut une commission indépendante. Il faut une enquête internationale indépendante pour connaître la vérité de ce qui se passe actuellement dans le nord-ouest et dans le sud-ouest par rapport à tous ces crimes, à tous ces attentats. L'État du Cameroun ne garantit plus rien. L'État du Cameroun n'est plus capable d'assumer la sécurité. Mais cependant, beaucoup sont responsables dans ce qui arrive aujourd'hui. L'histoire le tiendra. Chacun doit connaître le rôle qu'il a joué dans cette sale guerre et comment il a motivé. Et c'est pour cela que nous allons essayer peut-être de revoir le rôle de tout un chacun dans cette guerre et surtout les déclarations incendiaires qui s'en ont suivi. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelques déclarations. À défaut de ça, vous allez donc voir. Parce que quand on accuse les autres, il faut savoir ce que les membres du gouvernement et les personnalités de notre pays ont dit pour cette guerre. Laurent Esso, ministre de la Justice, octobre 2016, lorsque les revendications commencent, déclare: quand les avocats auront faim, ils reviendront devant les tribunaux. Il est ministre de la Justice. À cette époque, Issa Chiroma est ministre de la Communication. En novembre 2016, il déclare ceci: les anglophones sont une minorité insignifiante. Laurent Esso, toujours ministre de la Justice, va d'ailleurs ajouter en janvier 2017, lorsque le consortium s'effondrera, ils nous prieront. Et Atangandi, qui est le ministre de l'administration territoriale, qui aime toujours dire force à la loi, va dire en janvier 2017, la loi commune n'a pas de place au Cameroun. Et vous aurez quelqu'un qui est là au gouvernement depuis très très longtemps, qui va enchaîner les déclarations, Amadou Ali, qui va dire: nous n'avons jamais demandé aux gens de nous rejoindre. Gens, ce sont les anglophones. C'était votre choix de nous rejoindre. Il enchaîne. Les anglophones ne gouverneront jamais le Cameroun. Le ministre Jacques Famondongo, qui est actuellement ministre de l'Enseignement supérieur, voici ce qu'il va déclarer. Vous allez faire quoi? Les anglophones sont 2 cubes de sucre dans un bassin d'eau. Okalia Bilay, gouverneur de la région du Sud-Ouest, voici ce qu'il va déclarer. Arrêtez vos chiens, car s'ils sortent, on va tous les abattre. Encore Issa Chiroma, ministre de la Communication, va mettre encore, jeter de l'huile au feu, en disant: on ne dialogue pas avec les terroristes. Et Mathias Eric Owonangini, très très grand consultant dans les plateaux télé et qui d'ailleurs a été promu à l'université de Soie pour service rendu pour que la guerre éclate, va donc déclarer ceci: ce ne sont pas des anglophones, mais des pidginophones. Et par la suite, il va ajouter:
il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun, et il y a plutôt un problème camerounais. Jean-Jacques Zé, qui aujourd'hui dirige Vision 4, va dire l'armée doit dératiser ces deux zones anglophones. Issa Chioma va ajouter, si une chaîne de télévision camerounaise donne la parole aux sécessionnistes, nous allons la fermer. Et puis, un grand responsable, Samuel Obama Sam, de la famille présidentielle de Paul Biya, puisque vous savez que le père de Paul Biya, c'est bien évidemment, enfin, c'est la famille Sam, vous connaissez. Il va déclarer, j'ai demandé à mon fils colonel, dans les zones anglophones, de tuer au moins 30 anglophones. J'ai les moyens pour le défendre au tribunal militaire. Je reprends ce qu'il dit. J'ai demandé à mon fils colonel, dans les zones anglophones, de tuer au moins 30 anglophones. J'ai les moyens pour le défendre au tribunal militaire. Laurent Esso, ministre de la Justice, va encore déclarer, ils pensent qu'ils sont plus anglophones que qui? Avant que Bandakani, que vous voyez toujours sur des plateaux, qui s'autoproclame grand panafricaniste, va plus loin en disant Paul Biya a le droit de tuer tout le monde pour préserver l'intégrité nationale. Et Atangani Force, comme d'habitude, reviendra à la loi. Angelbert Essomba va ajouter à la télé 1000 morts, c'est rien. Même Dieu a rasé Sodome et Gomorrhe. Jean de Dieu Momo, il n'y a pas très longtemps, va faire une vidéo avec une belle boisson, en train de boire. Il est ministre délégué à la justice. Il dit, les gens du nord-ouest et du sud-ouest ont pris les armes. Est-ce que ça m'empêche, moi, de boire mon vin de palme ici? Voilà les déclarations. Qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? La proposition de l'honorable Cabral Libby, qui était aussi à l'élection présidentielle et qui soutient maintenant à fond la caisse, l'État, le régime, voici sa déclaration. Monsieur le Président de la République, commandant des armées, appliquez cet article de la Constitution camerounaise contre les terroristes qui assassinent nos enfants. Article 9, alinéa 1. Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence, qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Alinéa 2. Le président de la République peut, en cas de péril grave, menaçant l'intégrité du territoire, la vie, l'indépendance ou les institutions de la République, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toute mesure qu'il juge nécessaire. Il en informe la nation par voie de message. Fin de citation. Je devrais rappeler donc que l'honorable, comme vous aimez les appeler honorables, ici on les appelle juste le député et on donne le nom. Cabral Libby, aujourd'hui demande donc les états d'exception et tout le reste qu'il veut. C'est le même qui nous a fait comprendre que le grand dialogue national convoqué par Paul Biya allait résoudre le problème anglophone. Et que ceux qui n'y allaient pas avaient tort. Quels sont donc les résultats du grand dialogue national? Zéro. Néant. Puisque nous en sommes encore à un état de massacre de part et d'autre. On ne peut donc pas continuer à faire la fuite en avant, en évitant les réalités. Et c'est pour cela que nous vous proposons, une fois de plus, de reprendre le dialogue de façon
nord du Cameroun, où on va inviter chaque partie de ce conflit. Où on va inviter la diaspora, où on va inviter les religieux, les intellectuels, les associations, les défenseurs des droits de l'homme. Si on ne le fait pas, eh bien, on sera peut-être comme en Colombie, où ça n'a pas eu à finir, même après 52 ans. Et quand finalement on se résout à faire les négociations, il se fait finalement trop tard et on arrive souvent à la sécession. Nous tous, nous sommes enfants d'une même nation. Nous tous sommes enfants d'un même pays, d'un même continent. Nous tous, nous sommes des humains. Ce qui s'est passé, nous devons nous asseoir pour pouvoir chercher à trouver des voies et moyens pour que la paix revienne. Mais si vous espérez vaincre 8 millions de personnes qui ont acquis des sympathies, qui font des enfants en brousse par les armes, eh bien, sachez que même nos soldats n'y reviendront pas. Boris Vian disait, la guerre aura été bien faite quand aucun soldat n'y reviendra. C'est pour cela que, également, pour que les gens ne restent pas dans l'impunité, nous proposons qu'il y ait une enquête indépendante. Que ça vienne de l'ONU, que ça vienne de l'Union africaine, ou des anciens chefs d'État, ou un autre pays neutre. Mais surtout, que nous puissions savoir aujourd'hui que le Cameroun est à genoux et que cette guerre est en train de polluer l'économie, la paix, et ne pourra être pensée que si nous cherchons à pouvoir nous regarder les yeux dans les yeux et non en allant en se disant je suis plus fort que tel ou tel. Franklin Roosevelt, président américain, disait mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Face, tu es mort. Pile, je te tue. On m'appelle J. Reningano.